Alors on va commencer. On va commencer. Ah oui. Alors déjà, tu peux dire, je crois, ton nom, ton prénom. Ah oui, je m'appelle Carole Duchamp. Carole Duchamp. Ok. Tu es née où? À l'état de Illinois, aux États-Unis. Quelle ville c'était? Champaign-Urbana. Champaign. Oui, la Champagne, j'étais née dans Champaign-Urbana, Illinois. Oui, oui. Et donc tu me disais que tu as fait ton école, l'école là-bas, primaire, et que tu avais une mère. Tu peux me parler très rapidement de pourquoi tu es partie, parce que Oui, tu parlais de... j'ai des ancêtres français. C'est une très longue histoire parce qu'ils sont venus au début au 1680, comme ça. Mais ma mère adorait la langue française. Elle m'avait chanté quand j'étais tout petit les chansons françaises. Et elle voulait bien que je fasse mes études en France. Alors c'est elle qui vraiment m'a encouragée beaucoup. Elle a trouvé ce programme à l'Université de Strasbourg qui était pas mal connu comme programme de langue et littérature française pour les étrangers. Alors, j'y suis allée au début, c'était pour 1 an, mais j'adorais mon expérience autant que je suis restée 2 ans et ensuite une 3e année, tout au milieu des années 60. Ok. Oui, c'est en quelle année que tu es partie la première fois à Strasbourg? C'était quelle année? C'était 63 D'accord. et je suis rentrée en 66. D'accord. Donc, raconte tes études là-bas et un petit peu tout ce que tu as rencontré comme vie là-bas. Oui, mais j'adorais mes études puisque j'adorais la langue, bien sûr, le français même, la langue et la littérature française. Alors, on faisait des études de première année du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, point de vue de la poésie et de la littérature. Et au fond, j'adorais dans le temps Rimbaud, Baudelaire, Voltaire, au fond. Mais c'était, ce n'était pas une connaissance très profonde, mais quand même, je l'adorais. Oui, et 2e année encore, 3e année, même la 2e année déjà, j'ai commencé d'assister les cours de sociologie. Et il y avait un professeur marxiste, Henri Lefebvre, il venait de Nanterre d'ailleurs pour enseigner, pour donner ses cours. Et au fond, les étudiants l'adoraient. Il avait écrit un livre qui s'appelait Critique de la vie quotidienne. Et bien sûr, c'était les années 60 en France, aussi que d'ailleurs en Amérique, partout dans le monde. Et il y avait quelque chose bougeait, n'est-ce pas? Les jeunes ne voulaient pas accepter la vie comme ça leur était donné. Ils voulaient changer, Et donc, je faisais partie de ça, tout à fait, avec mon copain qui était hollandais. Et on a entré dans une sorte de bande des camarades de classe. Et on était tous du même avis dans le sens qu'on voulait vraiment révolutionner nos vies quotidiennes, n'est-ce pas? On veut changer. Nous, on voulait honorer le désir, notre créativité. On ne voulait pas être encadré comme avant. Et il y avait aussi un groupe des intellectuels de Paris, très petit, mais quand même, l'Internationale situationniste. Et eux, ils écrivaient des tracts, des bulletins et tout ça. Ils faisaient une critique
théorique de la vie de la consommation du spectacle et les prévisaient. Enfin, ils étaient vraiment dans une sorte d'avant-garde, Et au début, il y en avait parmi eux les artistes peintres aussi. Par exemple, Oscar Yorn et celui du mouvement Cobra. Dans le temps. Alors moi aussi, j'adorais l'art. Il faut dire que ma mère, elle connaissait les impressionnistes et elle t'a transmis cet amour pour l'art. Oui, elle aussi, elle faisait des aquarelles, des petites aquarelles comme ça. Et maintenant, enfin, 55 années après, je suis peintre artiste dans ma vie, il faut dire. Mais oui, Strasbourg, je l'adorais. J'adorais la beauté. J'adorais toutes les périodes historiques qui est dans l'architecture, l'art nouveau, même les grands palais comme le palais universitaire. Et ce qui m'avait étonné tout au début, je voyais sur le toit du palais universitaire une femme dans son chariot et c'était le déesse du savoir, la déesse du savoir. La déesse du savoir. Et comme une jeune personne de 19 ans, je me suis dit, oh là là, c'est vraiment incroyable ça. Une déesse, une femme, une déesse respectée comme ça. Je l'adorais. Alors, toutes mes études, j'étais inspirée, j'étais enchantée par la ville, par nos petites promenades, C'était comme si j'habitais un petit conte de fées. Mais en même temps, moi, je veux dire, et mes camarades, on était très engagés, n'est-ce pas, dans ce qu'on peut appeler, enfin c'était une révolution, mais c'était une révolution du style de vie, de la qualité de vie, de pouvoir s'exprimer et ne devient pas victime enfin, oui, le capitalisme, son côté humain, font les trucs comme ça. Et je me suis vraiment, c'était un peu comme ma nourriture, c'est-à-dire ces grandes idées théoriques qui voulaient changer la société. Donc tu as passé 3 ans là-bas à te nourrir de toute la culture et de tout ce qui se passait aussi dans le monde. Oui. Tu te renseignais beaucoup, tu savais ce qui se passait à Paris, tu savais ce qui se passait aux États-Unis aussi. Oui. Donc tu as fait ces 3 ans. Et après, oui. pourquoi donc ces 3 ans se sont terminés et tu as décidé de partir? Oui. Oui, enfin, c'était puisque j'étais américaine et il y avait la guerre au Vietnam. Et j'étais déjà un peu, j'étais activiste. Attention, le micro. Ah. J'étais activiste, déjà j'étais très engagée, même à Strasbourg, quand il y avait des manifestations contre la guerre au Vietnam, j'y étais, et j'étais beaucoup respectée pour ça, puisque j'étais américaine. Et je sentais le besoin de savoir l'autre côté de l'Atlantique. Ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait? Et pourquoi? Oui. Donc tu m'as dit que tu allais à New York. Oui, j'allais à New York puisque j'ai trouvé un boulot pour... À Strasbourg, tu t'es renseignée pour trouver un travail à ton retour aux États-Unis? Non, je suis rentrée d'abord à New York et ensuite c'était à New York que j'ai trouvé le travail aux Nations Unies juste pour... Tu es allée à New York sans avoir de travail et tu as trouvé le travail là-bas? Oui, c'est ça. Enfin, à vrai dire, j'avais l'intention de rentrer... J'ai rentré quand même chez mes parents qui habitaient à Ohio. Mais après toute la culture que j'ai vécue en France, je ne pouvais pas rentrer là-bas.
pas de chance pour ma mère. Alors je suis très vite allée à New York pour trouver un travail que j'ai trouvé aux Nations Unies. Mais je n'ai pas resté longtemps à New York. Enfin oui, j'ai resté un certain temps. Mais de New York, je suis allée à Colorado parce que je voulais continuer mes études pour enseigner le français à l'université. Mais c'était un peu trop tard déjà parce qu'il y avait un décalage de 10 ans. Et c'est beau, hein, les cloches de l'Indonésie, quoi. Donc, tu es allée à New York. Après Oui. New York, tu voulais retourner faire tes études. Des études pour apprendre le français, mais donc c'était trop tard. Pour enseigner, oui. Donc, tu es resté quand même au Colorado et tu as fait des études ou quelque chose Oui, j'ai fait des études à l'Université de Colorado, mais juste pendant une année scolaire. Et ensuite, je suis allée en Inde avec mon copain alpiniste. On a passé par Amsterdam et Chamonix aussi parce qu'il fallait vraiment... On faisait de l'alpinisme dans le temps. Alors, on avait projeté un jour de grimper le Great Pont en Chamonix. Alors, il fallait monter jusqu'à la mer de glace, traverser la mer de glace, monter encore avec des rope climbing, oui. Et on est arrivé dans un petit hut, je ne sais pas, hut. Vers 4 heures l'après-midi, cette même après-midi, il y avait 2 Anglais, les alpinistes, qui buvaient du thé. Mais ce soir-là, grande tempête, énorme, on ne pouvait pas continuer, il fallait descendre. Mais tous les marques pour traverser la mer de glace étaient un peu, je ne sais pas. Avant, c'est pour dire que ma vie à Strasbourg, en étudiant comment changer sa vie, la qualité de sa vie, prendre en charge son propre destin, en main, on dit prendre en main sa propre destin. Alors c'est ça que j'ai continué de faire. Okay. Alors, et cette petite histoire de l'alpinisme, et ensuite j'allais aux Indes puisque j'avais un esprit très poétique et mon copain et moi, il était aussi écrivain. On allait se mettre dans un cave, écrire de la poésie et tout ça. Enfin, ce n'était pas un voyage vraiment réalisé de ce point de vue, mais de là, de Californie, de Colorado, je suis arrivée à San Francisco, juste entre, je crois que c'était 68, mais je me rappelle, j'étais, heureusement ou malheureusement, j'étais avec un autre copain qui est... Oui, du coup, tu t'es séparée de l'alpiniste ? Oui. Oui. Et pourquoi San Francisco ? Pourquoi tu es allée à San Francisco ? Il y avait une raison ou juste t'avais... Parce qu'une chose, ça ne coûtait pas cher du tout. $150 pour prendre l'avion de New York à San Francisco. Et aussi, il y avait tout le mouvement des hippies de mon génération, des gens très engagés à la politique, le Free Speech Movement à Berkeley, Civil Rights Movement, contre la guerre au Vietnam. Alors c'était vraiment, pendant cette période, beaucoup de choses étaient en train de s'étaler. Et j'étais jeune, à ce point-là, j'avais qu'est-ce que j'avais, enfin, je ne sais pas. Mais je suis devenue, il faut dire, un hippie. Okay. Pendant 2 ans de ma vie,
Tout à fait. Quels ont été tes ressentis quand tu es arrivée à San Francisco et que tu as vu tous ces gens, tout ce qui se passait? Qu'est-ce que c'était quoi tes sensations? Enfin, je l'adorais puisque je pensais de reconnaître dans les autres, dans toute cette génération qui était là, je pensais de me reconnaître et de leur reconnaître, de se comprendre. On partageait les mêmes idées au sujet du style de vie, au sujet même de la politique, au sujet de... Et on voulait une vie beaucoup plus communautaire, une vie pleine de musique et la joie, danser tout le temps dans les rues. Enfin, il faut dire, bien sûr, il y avait beaucoup de marijuana dans le temps. Et enfin, j'en ai fumé, c'est sûr, pendant 2 ans de ma vie, pendant ces 2 ans de ma vie. Et on voyageait comme ça, on était libre, c'est-à-dire on prenait chaque instant à son gré dans un certain sens. C'était bon, je ne sais, c'était une période, je ne pense pas que ça va jamais être répété comme ça dans l'histoire, puisque c'était vraiment un moment historique qui passait un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde. Tu vivais donc avec lui, c'est ça? Vous faisiez quoi? Tu faisais quoi à ce moment-là en San Francisco? Vous étiez dans des enfin, communautés? Non, enfin, à vrai dire, on dit en Amérique, si on se rappelle des années 60, on n'y était pas. J'y étais, je t'assure. Mais on voyageait comme ça, n'est-ce pas? J'avais un petit sac avec un changement de vêtements. Je crois que dans le temps, on n'avait même pas les sacs de couchage. Et enfin, we crashed. Il faut dire que, enfin, on trouvait un band de gens qui avaient un appartement, alors on dormait là. Okay. On voyageait à San Francisco pendant 1 mois à peu près, comme ça. Et en arrivant, il y avait aussi une très grande fête à Golden Gate Park avec les beatniks des années 60, Allen Ginsberg, Gary Snyder, je ne sais pas, tous les grands musiciens du côte de San Francisco. Et enfin, je ne sais pas, et tout le monde dans le parc était en train de soit jouer la musique, réciter de la poésie, danser. C'était the Love Generation. Et on sentait comme ça, c'était très profond quand même. Ce n'était pas quelque chose de superflu du tout. Peut-être que c'est devenu un peu superflu vers la fin. Mais c'était vraiment, et de partout aux États-Unis, il y avait des jeunes qui venaient de partout aux États-Unis pour se réunir à San Francisco et goûter ce vie qui était joyeux, qui avait d'autres idéaux. Tu me racontais le voyage que tu as fait avec ton copain pour aller au Mexique aussi. Ah oui, alors il y avait un route, on dit, oui, on the road. Il y avait un route hippie, enfin on entend parler de tout ça, n'est-ce pas? Et on s'est dit, ah oui, on va au Mexique avec mon petit sac, avec un changement de vêtements, c'est tout. Et on est allé au Mexique, on est arrivé à Mexico City, on a voyagé, on a fait du stop, je me rappelle ça, à Acapulco et Pied de la Cuesta. 3 fois, il est 3 heures. Et
Enfin, et mon copain, he was a stoner, c'est-à-dire qu'il fumait du marijuana presque tout le temps, comme beaucoup de jeunes hommes. Moi, je fumais de temps en temps, mais pas autant que lui. Et il y avait beaucoup de jeunes Américains qui voyageaient comme ça. Nous n'étions pas le seul. Et on est arrivé au village de Yelapa, à côté de Puerto Vallarta. Et on a resté pendant tout un mois en faisant rien, juste en étant là, en vivant là-bas. Il y avait, je me rappelle, il y avait un chute d'eau avec un petit, enfin c'était plus qu'un étang, mais ce n'était pas un lac. Alors, tous les jeunes fumaient du marijuana, on allait nager là-bas, on allait en ville pour acheter à manger. D'ailleurs, l'argent, quel argent, comment ça marche? On n'avait presque pas d'argent non plus, je ne me rappelle pas ce qu'on pouvait faire pendant les années 60 aux États-Unis, puisque c'était une période d'abondance quand même. Tu disais que c'était une période... d'abondance, c'est-à-dire, comme je vous avais dit, on pouvait prendre un vol pour $150. Alors, d'habitude, ce que je faisais dans le temps, je travaillais un peu, et ensuite je voyageais, et ensuite je travaillais un peu, ensuite, long voyage, travaille un peu, gagnais un peu d'argent, et je pouvais gagner, j'étais bilingue. Mon premier copain était guide touristique, alors j'ai appris un peu ce métier-là. Alors, à New York même, j'ai travaillé un peu comme guide touristique et j'ai gagné un peu, donc je pouvais voyager pour 6 mois, quoi, après. Et on a voyagé, on a passé un mois à Yelapa, là, comme je dirais, en faisant rien. En rencontrant des gens. Ah oui, on rencontre, on bavarde, on jouait la musique surtout, on jouait la musique. Et... Toi, tu jouais un peu de la musique ou pas? Non, enfin, oui, je sais jouer le piano et lire la musique classique et tout ça, mais non. C'était la période de jeunes hommes et femmes qui jouaient la guitare. Folk music, oui, folk music. Et même, je me rappelle, on a rencontré un jeune homme qui, il était beau chanteur. Et il voyageait comme nous, n'est-ce pas? Et il chantait, on l'écoutait. Ensuite, on allait nager. Ensuite, c'était comme ça, c'était un peu comme ça. Mais c'était vraiment, on a fait nous avons fait notre propre famille, notre propre communauté. Et bon, c'était bien. Et même maintenant, j'habite dans un village sur la côte de la Californie, juste au nord de San Francisco, où il y a encore, enfin nous sommes je ne vais pas dire la fin, mais nous sommes encore en vie, mais enfin, nous sommes les derniers de cette époque, de ce moment, de ce mouvement, de ce moment historique. Et c'est un village très très unique, puisque avant les hippies, c'était un petit village des pêcheurs et aussi des immigrés portugais qui avaient des produits de lait, quoi, dairies. Mais il y avait plein de musiciens qui sont venus habiter là-bas de San Francisco. The Jefferson Airplane House, c'est à Bolinas, qui veut dire baleine, c'est là où j'habite. Et enfin, je ne sais pas, c'est encore un boule. Une bulle à soi, avec des pensées très, très, très progressives. Enfin, je reviens un peu sur mon histoire, mais mes professeurs, Henri
Lefebvre et tout ça, ils étaient marxistes. Il y avait la Sorbonne et the New School of Social Research. Il faut dire aussi, quand j'étais à New York, il y avait the Free University. C'était juste, c'est une période, c'était tout à fait autre chose. Il y avait besoin de changement, besoin de voilà, de changement. Tous les gens. Oui, on a vraiment changé ce qui était. Les mentalités ont changé aussi. Oui, et oui. Parce que nous avons eu l'idéal qu'on pouvait se changer à l'intérieur en changeant la vie de l'extérieur aussi. Alors il y avait une sorte de dialectique entre les deux. On voulait vraiment se changer, se découvrir. C'est un peu basé d'ailleurs sur l'existentialisme, le surréalisme, le marxisme. Pourquoi sommes-nous là et pourquoi quel est le but de la vie aussi, c'est ça un peu le meaning of Oui, exactement. Et nous, on sentait vraiment, puisqu'on était si engagés que nos vies avaient vraiment a lot of meaning, beaucoup de signification. Oui. Alors, ce n'était pas comme aujourd'hui, n'est-ce pas, parmi les jeunes qui ont, je crois, souvent beaucoup plus de difficultés, peut-être qu'ils sont déprimés, enfin je ne sais pas, mais nous... Vrai que maintenant, il y a une génération de traits de gens un peu angoissés, stressés, la peur, le déprimé, alors que tu racontes que toi, ta période, c'était vraiment tout nouveau et vraiment... l'envie d'explorer, l'envie de changer les choses et de partager, de rencontrer des gens, tu disais d'être en communauté ensemble, quoi. Oui. Love Generation. Oui, the Love Generation. Et au début, il faut dire, ma mère n'a rien compris là-dessus. Ah bon? Elle n'a rien compris. Mon père n'a jamais compris. Mais ma mère, finalement, elle a très bien compris. Tu lui as expliqué, tu as pris le temps? Oui, j'ai pris le temps de lui expliquer, mais elle voyait peu à peu les tout petits changements dans la société même. C'est-à-dire les petites ouvertures, à point de vue des idées, des petites ouvertures. Et pas vers la fin, mais elle a dit, elle m'a dit, ah oui, je comprends ce que tu avais vécu et pourquoi. Et il faut dire, je ne sais pas, mais c'est une toute petite histoire. Quand elle est venue me rendre visite à Strasbourg, elle est venue me rendre visite à Strasbourg. Et je portais les vêtements de mon copain. Alors elle pensait que j'étais la première femme au monde d'avoir jamais porté les pantalons, quoi. Ah bon? Dans les années 60... Pas encore, c'était avant, c'était au début, n'est-ce pas? 63? 63, c'était tout au début. Et de son milieu, là où venait, personne n'était de... Personne. Et j'ai dit, mais non, maman, George Sand a porté les pantalons. Chanel aussi, Gabrielle Chanel. Oui, exactement, je ne suis pas la première. Mais c'est juste pour vous donner un sens de l'état d'esprit de là où sortait, en traversant par Strasbourg, New York, Colorado et ensuite la Californie. Et il faut dire que je ne pourrai jamais habiter nulle part aux États-Unis, sauf sur la côte de la Californie, puisque beaucoup de gens, je partage des idées avec beaucoup de gens. C'est un milieu très, très progressif, très divers. Et tu as aussi le côté extérieur, mais la nature très proche, magnifique nature. Oui. Ce côté donc des idées très progressives et dans un milieu naturel et très vivant,
nature. Oui, c'est vrai, là où j'habite, je pense que j'ai dit que je suis devenue peintre artiste et j'enseigne maintenant, j'enseigne l'art. Tu peux raconter, Ah tu oui. me disais que dans ta peinture, ça reflétait un peu ton parcours et ta façon de penser aussi. Oui, oui, puisque déjà à Strasbourg, on parlait de la dérive, du détournement, n'est-ce pas? On voulait vraiment explorer, on voulait se sentir un peu autrement en allant dans les quartiers qu'on ne connaissait pas. On voulait vraiment épanouir. Qu'est-ce qu'on dit? S'enrichir, oui. Et donc, mes tableaux sont un peu comme ça, puisque je travaille sur alors, le hasard joue, le risque joue, l'accident qui arrive, les circonstances, la synchronicité joue. Ça jouait quand j'étais un étudiant à Strasbourg, et ça joue maintenant dans mes tableaux, dans ma peinture. Je travaille sur du papier mouillé avec l'aquarelle ou acrylique. Et donc, je ne peux pas tout contrôler, je n'ai pas envie de tout contrôler. J'aime bouger un peu, mouvoir, je ne sais pas, avec. Et incroyablement, maintenant aussi, il y a beaucoup de... on parle beaucoup du bouddhisme, des centres de méditation. Il y a un très grand centre de méditation, 40 minutes de là où j'habite, Spirit Rock Meditation Center. Et on étudie vraiment, on étudie... de laisser aller aussi peut-être. Se laisser aller, mais comment y être présent dans le moment. Et à vrai dire, je crois que c'est ça que... Depuis mes années à Strasbourg, ça faisait un peu l'idéal, n'est-ce pas? Oui, oui. De vraiment y être dans sa vie présente, engagée. Et parmi des gens, c'était une, je l'appelle en anglais, humanistic revolution, c'est-à-dire c'était une révolution humaine, révolution style de vie, façon de penser. Et aussi dans l'art et la musique et toute cette énergie des jeunes. Oui, dans tous les arts différents, il y a eu énormément de changements. Oui, dans tous les arts, oui. Mais c'est vrai, j'ai l'avantage maintenant que j'habite, à vrai dire, à la campagne. Alors, juste devant mon atelier, il y a les cerfs qui passent, il y a des renards, il y a les coyotes, n'est-ce pas, qui chantent ou crient au milieu de la nuit. Et j'adore ça aussi. J'ai besoin de ça. Il y a des séquoias sur la montagne. J'y vais me promener, n'est-ce pas? Alors il y a cette combinaison de tranquillité, de la communauté et des idées partagées. Mais c'est juste, comme j'avais dit, une boule. Ça ne représente pas toute la côte. non, et surtout pas toutes les États-Unis. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Et même maintenant, à cause de la situation politique un peu globale, mais surtout aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui commencent à se réengager, puisqu'ils voient que, personne ne se bouge et que... Oui, il y avait un certain temps pendant les gens, enfin je ne sais pas, oui, il y avait toujours à Berkeley et un peu partout ceux qui travaillent toujours encore pour l'égalité. Human rights. Oui, human rights, oui. C'est sûr, et un peu contre le capitalisme ou les commodités, le spectacle, n'est-ce pas? De la politique. Oui, de la politique.
enfin, sont hors de, je ne sais pas quoi, mais ils sont enfin, incompréhensibles, je peux dire, du niveau de l'être humain et Oui, c'est complètement... de nos besoins comme gens, comme des peuples. Et l'autre chose, ce mouvement hippie était pour beaucoup les différences entre les gens, les différences entre... on pouvait être protestant, catholique, juif, ça n'importait du tout. On pouvait être noir, on pouvait être blanc, ça n'importait. C'était l'âme, c'était le fait qu'on est un être humain. On a tous des mères, des grands-mères, des enfants, des oncles. On est profondément, on est le même, on est les mêmes. Mais c'est toujours la politique ou même la religion qui sépare. Et c'est ça qui nous arrive maintenant, encore une fois, dans l'histoire. C'est que la peur et cette façon de diviser les gens l'un de l'autre, c'est ça qui existe maintenant. Et je ne sais pas, je ne peux pas dire économiquement, oui, peut-être c'est le capitalisme, puisque ce n'est que le profit qui compte. Mais à la fois, il y a plein de gens en Californie, un peu partout, les petites couches partout aux États-Unis qui quand même, qui sont toujours vraiment dédiés au paix parmi les gens, à la non-violence, qu'il ne soit pas ces séparations qui sont vraiment faux. Complètement inventé. Oui. C'est fou comme on est passé des années 60, fin années 60, où c'était l'inverse, et plus on avance dans le temps, mais plus on recule dans le temps. C'est très... Oui, on est plus en recul. Et plus avancé dans les années 68 que maintenant. Oui, exactement. Et nous, en anglais, on appelle ça backlash. Je crois que ça veut dire recul. Oui, backlash, c'est-à-dire qu'on avait des idées et la volonté tellement évoluée qu'il y avait un backlash. Ça a dû maintenant. Faire peur à certains aussi. Oui. Qui ne comprenaient pas justement. Oui. Et je ne sais pas, enfin, je sais que l'histoire continue d'évoluer. Ça va changer, ça ne va pas rester exactement le même, ça va changer quand même, mais on ne sait pas comment ou quand. Et je voulais dire encore une chose, point de vue du passé, parce que j'ai pas que plusieurs de mes camarades de classe à Strasbourg qui faisaient leurs études en sociologie et qui étaient aussi prises par les idées de cette organisation, l'Internationale situationniste. Désolée. Ils sont arrivés. Tu peux redire ta phrase. Oh. Ça va? Oui, mais c'était un bug. Really? Oui. Il y en a partout là. Moi aussi j'en ai partout là, sur les jambes, sur les pieds. Ça va? Eux, ils faisaient partie c'est-à-dire tous mes camarades de classe de Strasbourg faisaient partie de l'occupation de la Sorbonne pendant les années 68. Tu as eu des nouvelles? Oui, toujours les nouvelles. Je suis toujours en contact avec eux même. Et aussi, on était très, très pris en pensée d'être ravis, puisqu'il y avait des étudiants et des ouvriers, des conseils ouvrières. Et je vais ajouter une toute petite chose au sujet de Berkeley et mon frère, qui a émigré aussi en Californie. Il fait partie depuis 35 ans à une collective, a worker
owned and operated collective. Ça s'appelle the Cheese Board. Alors, Cheese Board, ça vient de la France, n'est-ce pas? Le fromage, c'est une fromagerie et une boulangerie qui sert le meilleur pizza dans le monde. Mais ce que je veux dire, que c'est un des... Enfin, c'est pas un conseiller ouvrier, mais c'est un collectif. On dit ça en français, un collectif qui a commencé avec 10 personnes, 12 personnes comme ça. Tous gagnent le même salaire, n'importe si on est là depuis longtemps. Mais c'est un collectif qui a eu tellement de succès. Leurs salaires sont très très bien, ils ont des pensions et c'est ça, à vrai dire, ça faisait partie de mes idéaux et l'idéal de mes copains, c'était de trouver une façon de vivre qui n'était pas une façon d'aussi être aliéné de soi. Je m'exprime assez bien ou non? Tout le monde était égaux, il n'y avait pas de supérieurs et de gens mieux payés, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui, c'est ça que je veux dire, mais je veux dire dans le sens que, par exemple, les ouvriers qui travaillent dans les usines d'automobiles, par exemple, n'est-ce pas, ils travaillent durement, c'est pas un travail de joie, quoi. Mais eux, si eux, ils étaient parmi eux, les propriétaires de l'usine, par exemple, si eux étaient, ou si il y a un petit business et tout le monde sont propriétaires, il n'y a pas vraiment un les boss. Les gens qui travaillent dans l'endroit qui sont propriétaires de l'endroit. De l'endroit même. Et donc ils travaillent pour eux. Ils travaillent pour eux et ils sont plus créatifs. Et même que c'est pas du tout la même chose, mais à Google et à Silicon Valley, juste dans le sud où il y a tous les trucs techniques, Apple et tout ça, ils créent les lieux pour les ouvriers qui sont si... Bon, ils laissent les ouvriers choisir dans quelle direction ils veulent aller et ils savent que ça lance une créativité beaucoup plus épanouie que si on travaille comme ça, borné, en faisant juste un petit truc. Alors ça faisait partie de l'histoire, pas de l'histoire, mais de l'espoir. Pour moi et mes copains, et aussi, je crois, les hippies aussi, n'est-ce pas? Cette sorte d'égalité sans séparation. Et donc là, ton frère, il est travaillé en Californie et il a cet collectif oui. Qui rassemble plein d'ouvriers de plein d'endroits différents, c'est ça? Au fond, il y a des membres du collectif maintenant. Ils ont eu tellement de succès qu'il y a 40, même 60 membres, mais ils gèrent comme un conseil. Ils se gèrent comme un conseil démocratiquement. C'est difficile, hein? C'est un peu difficile, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que tout le monde soit plus ou moins en accord, n'est-ce pas, avec ce qu'on va faire, comment on va gérer l'affaire. Mais tout le monde a aussi une voix. Alors, enfin, je ne peux pas parler pour les autres, mais il me semble, et selon mon frère, on est beaucoup plus à son aise dans son travail. On participe, et même il change de boulot là-dedans, c'est-à-dire on ne reste toujours pas au caissier, on ne reste toujours pas à couper le fromage, on ne reste toujours pas à faire les baguettes, n'est-ce pas?
on change, rotate. Et comme ça aussi, ça améliorait la vie des gens qui travaillent, quoi. Il faut travailler quand même, mais pourquoi que ça ne soit pas un plaisir? Alors, c'était juste parce que The Cheese Board Collective, ils ont lancé quelques autres petits collectifs un peu ailleurs, pour la plupart dans le East Bay. Mais ça faisait partie de l'idéal des années 60. Des idéologies. Des idéologies, on dit? Je crois, oui. Oui. Des années 60. Et c'est une réussite, c'est une preuve que ça peut réussir quand même dans la société. Ce n'est pas absolument nécessaire à la société de dépendre sur ce qu'on appelle en anglais alienated labor, c'est-à-dire le travail alienated, d'aliénation peut-être. Aliénation, oui, un travail dans lequel on ne peut pas soi-même Où tu as juste une croître. place, Oui, c'est tout. oui, très borné, très... Non, ça on peut... Oui. Alors, c'est bien, c'est incroyable de revenir en France ici. Enfin, je suis revenue presque tous les ans parce que j'organisais les tours études pour l'Université de la Californie, Santa Cruz, pour les peintres. Alors, on venait, enfin, j'amenais mes groupes à Giverny pour peindre le lundi, puisque dans le temps, c'était fermé au public et les peintres, les photographes pouvaient avoir le jardin à eux Et j'avais des voyages Paris-Provence-Côte d'Azur, aussi dans les grottes préhistoriques du sud-ouest de la France. Et aussi j'ai voyagé avec Alphonse, j'ai organisé des tours, études en Italie. Pour les étudiants américains. C'était les étudiants adultes. D'accord. Ce n'était pas les jeunes étudiants, c'était les étudiants adultes. Et aussi en Indonésie, en Polynésie française, que j'adorais aussi, la Polynésie française, et l'Indonésie. Et l'Amérique sud-ouest, le sud-ouest, les pays des Hopis et des Navajos. Alors comme ça, depuis mes années à Strasbourg, je ne suis jamais arrêtée de faire la dérive, de voyager, le détournement, de faire des grandes années, explorer. Oui. Jusqu'à maintenant encore, puisque tu fais un Oui. échange. Oui, je fais un échange de maison maintenant. Et j'ai cette belle église quand même, Notre-Dame de Vétheuil, qui me protège comme elle a protégé tous les pèlerins depuis des... Enfin, j'en parle, mais à travers toutes les périodes historiques. Mais oui, enfin, je ne sais pas, puisque à cause des années 60 et mes études à l'Université de Strasbourg, je suis devenue, c'est sûr, un peu aventurier. Et avec mon mari de 35 ans, qui était, en français c'est difficile à dire, un wilderness outfitter, c'est-à-dire qu'il faisait du rafting. Il prenait les gens, comme moi, je prenais les peintres artistes, lui, il prenait les gens qui voulaient faire du kayaking sur les fleuves, sur les rivières. Alors, on avait un style de vie pour du moins 10 ou 15 ans. Et quand ma fille était petite aussi, sur les rivières de la Californie, Oregon, Idaho et Alaska,
en faisant du camping, en voyant les grizzlies. Sur le... Oui, ta vie, ton mode de vie était de voyager. Était de voyager, oui. Ça faisait partie de son métier aussi, et toi aussi. Oui, exactement. Oui, oui. Quel beau métier, hein? C'était un beau métier quand même. Et ma fille, elle a 35 ans maintenant, mais elle, puisqu'elle était élevée comme ça, elle adore aussi voyager, elle est très sportive et elle a, she kayaked, elle a fait du kayaking, elle a fait tout le fleuve Mississippi, 3 mois et demi. Elle était 3 mois et demi dans un kayak, comme ça, de la source jusqu'à la mer. Et elle a même fondé ce qu'on appelle chez nous une organisation non-profit, c'est-à-dire non-profit, non lucrative, qui s'appelle Source to Sea. Source to Sea. Et elle veut éduquer, renseigner, inviter les gens de prendre conscience que une rivière, un fleuve c'est pas juste ça. Là où il y a une source qui descend jusqu'à la mer et il faut vraiment le respecter, le sauvegarder. Et il faut dire que je suis un peu déçue ici, puisque je pense que la Seine n'est pas très, très propre. Je n'oserais pas me mettre les doigts de pied là-dedans. Et ça, c'est une chose. Il y aura peut-être une petite tempête. Ah oui, très bien. Ça va rafraîchir un peu. Oui. Enfin, il y a plein de choses. C'est ça où je trouve maintenant les jeunes puissent s'engager. Comme moi, j'étais engagée dans les années 60. Surtout dans les enfants qui vivent dans les villes, ne sont pas du tout sensibilisés à la nature et à l'environnement. On le fait un peu à l'école, mais ça commence. Mais malheureusement, c'est là que ça doit se passer. C'est à l'éducation aux petits, quoi. Oui. Tout petit, il faut les éduquer à respecter la nature. Et c'est en train, je crois, de changer ça, parce que je vois bien que ça ne peut pas continuer comme ça, quoi. C'est pas possible, mais même si on est déjà on a déjà fait beaucoup de dégâts, on va dire. Oui. Mais ouais, non, c'est bien triste. Non, c'est... disait, Stéphane, je crois, hier, que la Seine, il y avait des métaux lourds ou quoi. Ah oui, on a dit ça aussi, ah oui. Oui, et enfin, c'est pas seulement en France, hein, c'est partout dans le monde. Il y a, enfin, j'ai parcouru des fleuves, des rivières en Amérique il y a 30 ans qu'on pouvait encore boire, mais jamais de la vie maintenant. Non, pas du tout. Et donc, je vois en ma fille, n'est-ce pas, qu'elle s'engage puisque elle veut aider la préservation en particulier des rivières, mais tous, et que les gens puissent, oui, avoir une conscience de la source jusqu'à la mer. Et elle a organisé aussi beaucoup de petits, je ne sais pas comment, excursions pour les enfants sur les fleuves, pour qu'ils comprennent que oui, il faut vraiment sauvegarder. Il faut vraiment sauvegarder la nature à ce point-ci. Et surtout d'avoir de l'eau pure. Oui. Okay. Bon, on peut terminer là si tu veux. On peut, ok. Merci beaucoup. Oui, je t'en prie, hein. Plaisir. Oui.